Aujourd'hui, on est avec Jimmy et avec qui nous allons tout simplement discuter de ce qu'est être freelance, vidéo en 2021, monteur vidéo, réalisateur, de tout ça. Je vais te poser des questions du coup et en fait ça va être plus un échange au fur et à mesure. Mais voilà, c'est aussi vous expliquer et vous raconter comment Jimmy en est arrivé là, pourquoi ce style vestimentaire et plein d'autres choses comme ça. Donc Jimmy, est-ce que tu peux tout simplement te présenter pour ceux même qui n'ont pas vu la vidéo du Battle Confiné et qui ne te connaissent pas? Ouais, moi donc c'est Jimmy Morillon. Je suis freelance depuis 4 ans. Je suis lancé en freelance juste après nos études que j'ai fait avec Kylian et avec Zachary que vous connaissez. Zachary un peu loin du cœur, mais toujours là. Au Canada, hein, on t'oublie pas. Est-ce que tu veux bien nous parler du coup de ton parcours, sur comment tu t'es lancé en freelance exactement, sur quelle plateforme, et tout simplement pour donner des petits conseils? Ouais, donc quand je me suis lancé, donc j'ai fait ça vraiment juste après les cours. Ce qui m'a un peu, je reviens aussi un tout petit chouïa en arrière, mais ce qui m'a un peu motivé à me lancer directement en freelance et pas tenter un CDI ou un CDD ou un truc un peu intermédiaire. C'est que donc à la fin de nos cours, on avait des projets de fin d'année à faire. Pour ces projets de fin d'année, on avait une vidéo qui était une pub, je crois, à faire. Il y avait plusieurs choix, je sais plus, mais nous on avait pris la pub. Et contrairement un peu aux autres qui sont un peu lancés en disant on prend une marque et on fait comme si on travaillait avec elle. Marque fictive du coup? Exactement. Nous, ce qu'on avait décidé entre nous, parce que du coup je dis entre nous parce qu'on était dans le même groupe avec Kylian. Et ouais. Et du coup, donc on avait décidé de contacter des vraies marques pour essayer de faire une vraie pub et avoir en fait toute la démarche directement du contact client et fidélisation, même si on n'était pas encore à cette étape, mais de faire chaque vraie étape comme un vrai projet de freelance en fait. Et ça a plutôt bien marché parce qu'on devait faire une pub, on en a fait 2. Et surtout, on a vu que ça pouvait matcher, et surtout marcher, et qu'on avait au moins un début de compétences pour se lancer en freelance et avoir des vrais contacts avec des vrais clients, des vraies marques, et pas juste faire un truc fictif. Et en vrai, c'est ce truc-là qui m'a énormément motivé à me lancer directement en freelance. Mais du coup, je me suis décidé comme ça, ça a marché. Dis-le si je te saoule. Non, c'est parfait. Non, c'est parfait, c'est parfait. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui sortent d'école ou qui sont encore même à l'école. N'hésitez pas à contacter des marques, des petites boutiques même, et des plus petites marques. Complètement, c'est totalement ce que tu dis, c'est dans le sens où, dans tous les cas, au pire, vous pouvez faire un truc fictif à la fin. Et ça marche pour pub ou même documentaire ou n'importe quoi, hein, ça marche pour plein de formats. Ou vaut mieux essayer d'avoir une vraie expérience et du coup, comme tu le dis, avoir des vraies références. Et d'ailleurs, tu l'évoquais, on était dans la même école. Est-ce que tu veux expliquer aux gens du coup quel était notre cursus et en quoi ça consistait, etc. Ouais, donc notre cursus, donc on a fait une école privée qui s'appelle MJM Graphic Design, cursus en 2 ans, plus de montage et effets spéciaux. Il y avait aussi un peu de son. Oui, c'est vrai que exactement. Au final, on avait des cours de son, d'étalonnage, scénario, d'analyse filmique, de réalisation, de montage, d'effets spéciaux, et un petit peu même de tournage. Donc au final, c'était un cursus très très vaste. Du coup, donc toi, t'es freelance aujourd'hui, réalisateur et monteur. Donc il y a un secteur que tu aimes particulièrement et que tu as vu du coup à la fin des études, je sais parce que je te connais, qui est la publicité. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, pourquoi la publicité et les petits projets, ton projet favori ou un truc comme ça? Ouais, donc moi, en effet, donc le domaine qui m'intéresse le plus, c'est la pub, et en vrai, ça surprend souvent dans le sens où quand on parle de vidéo, d'audiovisuel, de réalisation, montage, tout ça, je sais que dans mon entourage et même les gens dans le milieu, tout de suite on est très assimilé au cinéma. Ouais, le cinéma. C'est souvent le truc, mais du coup tu veux faire des films, t'as envie de réaliser, t'as déjà fait des courts-métrages, t'as envie de faire des longs-métrages. Spielberg. Exactement, c'est ça. Okay.
Et même si j'aimerais bien faire le prochain Transformers, si jamais. Ça sera moi pour le coup, mais ok, je te laisse suivant un peu. Mais donc voilà, donc le cinéma ne m'intéresse pas du tout. Et donc c'est pas pour ce que je te dis. Ce que je disais, c'est que ça surprend souvent. Les formats très longs ne m'intéressent pas. Ce qui est trop narratif ne m'intéresse pas non plus. Donc je sais que c'est particulier parce que au final c'est... Chacun ses goûts, on respecte. c'est sûr, mais voilà. je sais que c'est pas une majorité. Ouais, non mais... Au final tant mieux. L'un des trucs qui fait, je pense, que je suis très attiré par la pub, c'est qu'il y a ce côté client qui est très important. Plein d'avantages et plein de défauts la pub, mais ça a beaucoup de contraintes, de couches de validation, de clients. Et c'est un aspect que j'aime beaucoup. J'adore la vidéo et tout le côté créatif, mais j'aime bien ce côté où il faut savoir parler aux clients, s'adresser de la bonne manière, et ça permet aussi de faire passer beaucoup de choses. C'est tout bête, mais c'est vraiment un jeu de négociation au final. Et je le retrouve beaucoup plus dans le domaine de la pub que, pareil, on reparlera peut-être du côté un peu corporate que je peux faire aussi. Il y a un côté où il faut batailler, tout simplement. Où oui, quand on a des idées, faut les exactement. Faut les défendre, faut argumenter pourquoi tel ou tel choix. Et ça, c'est un truc que je trouve ultra intéressant, parce que et il y a aussi les réponses qui sont plus intéressantes, je trouve, des clients pub que des clients corporate. Ouais, c'est peut-être un autre niveau d'exigence, mais ça. Du coup, donc c'est marrant parce que là on parle de la pub dans un aspect de la pub. Voilà, ça c'est le premier aspect. Voilà, c'est le premier aspect commercial. Du coup, ça serait quoi du coup les autres aspects qui te Voilà, donc c'est l'aspect commercial et négociation que j'aime bien en relation client. Mais vraiment ce qui fait que j'apprécie la pub, c'est que déjà il y a du narratif, mais il peut y en avoir beaucoup moins. Et je préfère ce côté où il faut que tout soit vraiment propre, précis, que ce soit sharp, pas techniquement, mais dans la demande. Et surtout, il y a une vraie vocation, notion d'esthétique. Oui, ça, voilà, ouais, c'est ça sur quoi je voulais c'est vraiment le truc qui fait, moi, qui m'attire dans la pub. Il y a des moments où des fois ça se joue vraiment à l'image, que ce soit un cut ou un rythme à donner, ça peut vraiment se jouer à une image ou deux, ce qui je trouve en tout cas n'est pas le cas dans d'autres formats. Ok, donc on a parlé de la partie visuelle, les contraintes, etc. de la pub. Donc ça c'était pour la partie publicité. Maintenant, est-ce que toi en tant que freelance, du coup, tu es amené à faire d'autres projets parce que je pense que c'est aussi intéressant de montrer la face entre guillemets sombre, en mode on ne fait pas toujours ce qu'on veut ou toujours ce dont on rêve en tout cas au début. Maintenant en plus ça fait 4 ans, donc je pense que pour ceux qui vont débuter en freelance, en vidéo, etc. ou même en photo, ça va être intéressant. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça Et du coup comme tu le dis, une partie je serais pas sombre, c'est peut-être un grand mot quand même. C'est vrai que sombre c'est un peu un grand mot, ouais. Mais non, parce que c'est pas je ferais pas ça si c'était horrible à faire, tu vois. Bien sûr. Non, face cachée, plutôt une face cachée. Voilà. C'est ça, il y a la phase, en tout cas à mon niveau aussi, parce que c'est aussi à remettre dans beaucoup de contexte et d'années d'expérience, etc. Parce que c'est plein de gens différents selon les moments, les étapes, et on va pas se mentir, aussi les coups de chance aussi, des fois, des rencontres qu'il y a eu entre temps. Mais il y a aussi cet aspect freelance où il y a tout simplement les boulots qu'on appelle alimentaires, qui sont les boulots qui sont pas super amusants à faire. Ça, je mets quand même un peu une grosse parenthèse dans le sens où, en tout cas moi en tant que montage, ça me plaît de le faire. C'est pas les projets les plus épanouissants, les plus kiffants visuellement ou autre, quoi. C'est ça, voilà. Il y a les deux aspects où il y a donc les projets pubs, ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît le plus, et il y a donc ces projets alimentaires justement, qui sont donc en tout cas pour moi les projets corpo et instit,
Et c'est pour ça que je mets des grosses parenthèses, parce qu'il y a des gens qui adorent faire ça, et c'est leur spécialité, et pour eux c'est le truc parfait. Moi c'est vraiment le truc que je fais parce que ça ramène de la moula. Ces projets-là, c'est des projets donc, pour moi qui sont des projets corpo ou instit, où la majorité du temps c'est pour monter des interviews, des vidéos internes, des vidéos de présentation de produits, mais on est très loin on est très loin du monde de la pub. C'est vraiment de la vidéo soit interne, soit vraiment destinée à un public Du B2B, des entreprises. Au final, oui, c'est en mais... partie aussi, ouais, c'est soit des vidéos qui sont à destination interne, soit du B2B pour des entreprises, ou alors pour du particulier, mais du particulier vraiment de niche avec des produits vraiment très spécialisés et où la demande est pas du tout créative en fait. C'est vraiment à but informatif et il y a très peu de liberté. Il y en a des fois, ça dépend des projets, mais la majorité du temps c'est très factuel. Il faut présenter tel aspect de la boîte ou l'entreprise ou d'une marque ou d'un produit, mais c'est très limité et très limitant aussi. Donc ça c'est l'aspect qui est pas le plus fun et aussi qui est assez régulier, parce que c'est aussi ce qui permet de faire vivre, parce que pareil, on peut en parler très brièvement aussi, mais le monde de la pub, il y a un peu plusieurs strates. Et il y a beaucoup de pubs où la strat c'est pas du tout ce qu'on pense. Quand je parle de strat vraiment budgétaire, où la pub des fois ça paye mal, voire très mal entre gros guillemets, mais on le fait parce que le projet nous intéresse, parce que ça peut faire, faire de la visibilité, ça fait des références pour soi. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on accepte des projets. De manière générale, quoi. C'est ça. Pas qu'en publicité. Pas qu'en pub, bien sûr. Pub sur lesquelles j'ai travaillé qui payent mal ou pas très bien, et à côté de ça, il faut des références. C'est ça, des références où il faut surtout à côté des tafs qui rémunèrent pour vivre, tout simplement, et permettent de vivre. Et il y a aussi cet aspect du freelance où il n'y a pas juste vivre parce qu'il y a la mort. Ok. Et du coup, oui, donc il y a cet aspect où il faut quand même des projets pour juste vivre en termes de budget, parce que freelance, c'est pas juste recevoir de l'argent, il y a tout un aspect administratif. C'est ça. Je sais pas si on abordera le sujet ou pas. L'URSSAF. Exactement. Et tout l'argent qui arrive, il y a de l'argent redistribué à l'État, mais il y a aussi de l'argent qu'il faut redistribuer à soi-même et à son entreprise, parce que freelance, ça reste être un auto-entrepreneur, donc un business, et l'air de rien, il y a beaucoup d'investissements à faire. Tout l'argent que tu reçois, c'est pas forcément un salaire, c'est de l'argent où tu peux réinvestir, fait, vraiment comme une entreprise. Et en vrai, il faut réinvestir, et des fois, les budgets de certains projets permettent pas du tout de le faire. Et donc à côté de ça, il faut des projets moins fun, mais qui sont bien rémunérés, et qui permettent derrière, c'est tout un cercle et tout un truc à faire, mais ces projets pas intéressants mais bien rémunérés permettent d'investir, permettent du coup d'avoir du meilleur matériel ou autre, pour pouvoir faire des projets plus sympas qui nous plaisent, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est en effet, donc toi tu t'es lancé en tant que freelance, mais sur une plateforme bien précise, qui est Malte. Est-ce que tu veux nous parler de cette plateforme et aussi de ton tarif ? Ouais. Donc moi quand je me suis lancé en freelance, je suis donc en effet passé par cette plateforme de freelance qui s'appelle Malte, qui à la base est, je pense, tu me diras aussi, mais je pense qu'elle est un peu plus destinée au web développeur, plus qu'à la vidéo. Possible. Je saurais pas te dire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de devs. C'est ce qu'ils mettent le plus en avant, et je sais que c'est leur plus gros chiffre il me semble. Et mais bon, ça permet de mettre en relation en gros des freelances de tout horizon, dont la vidéo du coup, avec des clients. Le principe de Malte, j'ai l'impression de faire de la pub du coup.
Mais du coup, donc le principe, c'est que tous les freelances ont un profil avec des spécialités, des compétences à remplir, des expériences, etc. Ça permet aussi d'avoir un petit book et de montrer un peu les projets sur lesquels on a déjà travaillé. Et donc par rapport à ça, en fait, c'est les clients qui viennent directement à notre rencontre. Donc ça a des avantages dans le sens où c'est les clients qui viennent vers toi au final. Ça a des avantages tu peux pas démarcher des clients parce que faut attendre qu'ils t'envoient un message. Et donc moi j'ai commencé en freelance en m'inscrivant sur cette plateforme et en toute sincérité je pense que là où j'en suis et la majorité de mes clients actuels viennent tous de cette base. Alors après on s'en est beaucoup éloigné, etc. Donc, personnellement, je suis allé sur Malte. Le premier projet que j'ai fait, c'était pour monter des défilés dans un salon du textile. C'était cool parce que c'était déjà un domaine que je trouvais très sympa. Et ça m'a permis de faire d'autres projets avec ce client du coup, parce que il a bien aimé ce que j'ai fait, donc il m'a recontacté assez vite. Et après plusieurs projets, j'ai fait un projet pour lui pour Karl Lagerfeld enfant. De quoi ? Pas mal. Pas mal. En vrai, pour un tout début, c'était vraiment très sympa d'avoir ça en référence. Ouais. Clairement, je sais que ça m'a énormément aidé. Et en vrai, ce projet-là a débouché sur énormément de clients que j'ai encore actuellement. Par du bouche à oreille, par l'agence qui a travaillé avec la marque, etc. Et tout ce réseau qui au final est très éloigné, mais si vraiment on recoupe tous les fils et on rejoint tous les ponts, tout revient plus ou moins à ses premières missions en fait via Malte. Donc en vrai, en tout cas pour moi, c'était un énorme boost. Mais après il y a aussi le piège dans lequel il faut pas tomber, qui est d'accepter tout ce qui est gratuit. Moi je sais que ça m'était arrivé justement qu'on me dise ah mais vas-y baisse le prix de 500 € et de toute façon nous on vous recontacte la prochaine fois. Il n'a pas recontacté. Mais du coup. Non, mais ça m'est arrivé aussi. Du coup, voilà, faut faire attention. En fait, c'est là où faut. Peut-être qu'après, maintenant, ton sens est peut-être un peu plus aiguisé. Clairement, non, mais oui, il y a aussi l'expérience qui fait ça. J'ai aussi 2-3 projets qui soit sont à moitié tombés à l'eau, soit des promesses qui sont jamais arrivées. Ouais. Et c'est vrai que la limite est vraiment très très fine entre les deux, il faut regarder le long terme et voir ce que ça peut apporter et pas tomber dans le piège on te promet du long terme mais ça ne sera pas le cas. Et je pense aussi que peut-être que ça pourra aider aussi un petit peu en termes de petites astuces de par en tout cas mon expérience, c'est justement quand un client ou quelqu'un vient avec un projet et t'avances cet argument de ça va t'apporter beaucoup, j'ai plein de relations, j'ai des gens qui sont très haut placés, machin, qui ont des très grosses boîtes. En général, quand quelqu'un utilise cet argument de la visibilité ou des projets plus gros à venir ensuite, c'est malheureusement très souvent c'est un peu bullshit. C'est pour les gens qui débutent. Si jamais, vous vous dites que sur une personne, sur un client vous faites ça, puis un deuxième, puis un troisième, et qu'au final sur 3 projets vous vous sous-payez parce que vous vous dites que vous allez voir le long terme, en effet il faut faire attention à ça. Et justement on en arrive du coup au tarif, au prix, à la moula. Jimmy, toi donc ça fait 4 ans que tu es monteur, réalisateur. Ouais. Ton prix de toute façon il est public, mais est-ce que tu peux nous dire à combien tu es affiché sur Malte et sur les plateformes ou autres, quel est ton tarif que tu prends aujourd'hui, et aussi quel serait le tarif pour un monteur débutant? Donc donc en termes de tarifs, moi je facture, on en parlera un petit peu après, mais il y a plusieurs façons de facturer. La majorité c'est tarif jour. C'est comme ça que je fais. Donc moi actuellement je suis à 450 € jour. Ok, donc 450 € jour. Ouais. Et pour les gens qui débutent, quel serait un tarif par exemple toi, à quel tarif tu t'es lancé
sur Malte ou même en freelance, hein, parce qu'il y a d'autres plateformes, on n'est pas Ouais, pour bien Malte, sûr, c'est vrai qu'on parle de Malte, mais il y en a parce d'autres. que c'est ce qu'on connaît pour le coup, mais du coup il y a d'autres plateformes, et du coup oui, pour quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo, et selon les années aussi, tu vois. C'est ça aussi, il y a les années d'expérience, il y a... Parce que typiquement, moi je suis sorti de l'école, avant l'école, je connaissais rien du tout à la vidéo, c'était pas du tout mon secteur. Donc l'expérience était très réduite et c'est difficile de se vendre à un prix assez haut. Très sincèrement, je saurais plus dire exactement. Il me semble que sur la première mission de Malte, j'ai dû me lancer à peut-être 180 €, un truc comme ça. Du coup, alors, petit conseil aussi peut-être au passage. Sur Malte, je me suis lancé à un tarif assez bas. Je voulais pas du tout être à 180 € jour, mais j'ai mis un tarif plus bas que ce que je voulais, qui devait être peut-être 220 ou 250. Ça serait plus trop de dire à l'époque. Mais dans l'optique en fait d'avoir une première mission et surtout d'avoir une première review sur Malte. Parce que du coup, oui, on parle beaucoup de Malte, mais il y a plusieurs plateformes de mise en relation client-freelance. Et la majorité fonctionne un peu pareil dans le sens où au tout début en s'inscrivant on a un petit boost de vue qui est temporaire et donc il faut essayer d'en profiter au maximum et une fois qu'on a passé ça, je pense que c'est assez compliqué de plus avoir le boost de débutant en fait, de compte qui vient d'être créé sans avoir aucune expérience, sans avoir aucune note, etc. C'est pour ça que moi je me suis lancé à un prix plus bas que ce que j'estimais valoir, juste pour avoir cette première mission et avoir déjà une première notation. C'est ça, ouais. Qui permet de donner confiance. En fait, je mets aussi beaucoup à la place du client dans le sens où ça m'a aussi arrivé d'utiliser Malte maintenant, mais à l'inverse pour trouver des gens. Et c'est tout bête, mais quelqu'un qui débute et qui a pas de notes, qui a rien, je vais automatiquement aller vers quelqu'un qui a déjà une note et des références. Oui, en plus, qui a des références. Pour revenir sur niveau tarif, à partir du moment où vous gagnerez en termes d'expérience, etc., faut pas hésiter à du coup augmenter celui-ci. On dit pas d'augmenter de 200 € d'un coup ou autre, mais au fil du temps et au fil des expériences. Évidemment, si vous avez des grosses références, des gros noms, bah là vous pourrez vous permettre d'augmenter le tarif. Pour les tarifs, donc comme tu disais, donc faut pas hésiter à augmenter régulièrement. Typiquement, moi tous les ans je le fais. Je sais pas si je vais continuer à le faire. L'inflation. Mais le mec, c'est l'inflation. Mais non, mais il y a il y a l'expérience. Oui, non, mais bien sûr, non, mais je rigole. Et après, enfin voilà, c'est un exemple, mais il faut aussi voir par rapport à soi-même. Ça se trouve, des fois, il y a moyen d'augmenter tous les 6 mois pendant les 2 premières années, ensuite arrêter, tu vois. Il y a aussi, en fait, freelance, il y a toujours ce truc un peu délicat faut pas non plus vous sous-vendre. J'ai dit au tout début de mettre un tarif bas, faut vraiment que ça reste très bref et pour une très très courte période. Juste pour. Et là, c'était vraiment pour des plateformes comme Malte, pour attirer des premières notations à vie. Mais c'est très dur à jauger, c'est un des aspects un peu difficiles du freelance aussi. Un peu, ouais, c'est ça, il n'y a pas de règles c'est ça. vraiment très, très, très droites, très strictes. Ça me fait penser aussi à une autre chose qu'on n'a pas évoquée, qui est les forfaits. Comment tu voulais l'introduire? Par exemple, imaginons, vous avez un client qui vient, il va vous dire voilà, j'ai besoin de toi sur un mois. Alors, sur un mois, vous imaginez bien que si vous facturez 200 ou même 400 € par jour, à la fin du mois, ça va être costaud. Il y a certains clients qui vont s'attendre du coup à ce que vous rameniez cette somme on va dire à quelque chose de bien plus raisonnable. C'est-à-dire que, imaginons, vous vous lancez à, je sais pas, 300 jours, il y a peut-être s'attendre à ce que vous soyez plutôt à 2000 pour le mois ou un truc comme ça. Plus, il y a des fois c'est ça où c'est un peu, c'est pas évident, on va dire, à jauger aussi, mais n'hésitez pas à faire des forfaits, à proposer des forfaits aussi.
surtout quand vous n'avez pas trop idée de comment négocier ou autre, ou même sur un clip par exemple. Vous pouvez, et du coup le forfait marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si c'est un mois, vous pouvez du coup faire une petite remise, mais dans l'autre sens, si c'est, imaginons un projet de 3 jours, mais si c'est une grosse publicité, vous pouvez très bien mettre 1005 par exemple, ou même plus quoi. Oui, c'est ça, de toute façon ça dépend toujours du projet et du livrable à la fin. Je rajoute juste un mini truc du coup aussi sur les forfaits. Il y a cet aspect où le client arrive avec une période donnée et du coup là c'est à vous de proposer le forfait. Il y a aussi beaucoup de situations où c'est le client qui vient avec une enveloppe qui est plus ou moins négociable. Et là le forfait est plus dans le sens où les dates sont plus vagues, moins précises, et juste c'est à vous de vous débrouiller dans cette enveloppe, donc ce forfait au final qui est un tarif unique pour tout projet du début à la livraison. C'est vrai que je sais même pas si on l'a dit, mais tu l'as peut-être dit, je suis désolé. Non, vas-y, okay. T'inquiète. Mais du coup donc le forfait c'est ça, c'est du projet de A à Z jusqu'au livrable, et ça arrive souvent aussi que c'est le client qui vient avec une enveloppe, donc un forfait à faire, et là c'est vous qui vous débrouillez pour caser tout ça dans les jours que vous voulez, le temps que ça vous prend, si vous avez envie de prendre 2 matinées et 4 après-midi dans les 10 prochains jours, tant que ça arrive au deadline demandé, c'est bon, c'est juste à vous après de caser là-dedans quoi. Du coup, quand t'es freelance, donc ta vitrine, ça peut être une plateforme comme Malte, on l'a déjà évoqué, surévoqué, et promis, c'est pas sponsorisé. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres manières d'avoir sa propre vitrine, et ça passe à la fois par les réseaux sociaux, mais aussi le site. Du coup, donc pour l'aspect vitrine, donc, comme tu l'as dit, moi du coup maintenant en vrai je passe très peu par Malte maintenant. Ça arrive encore de temps en temps, mais ça commence à être assez rare. Et en vrai, maintenant, j'ai quasiment que mon site vraiment qui est en vitrine, et j'essaye un petit peu Instagram, mais c'est pas non plus là où j'axe le plus ma communication au final. Et mais par contre, clairement, pour quelqu'un qui commence, vraiment utiliser tout ce que vous avez à disposition actuellement. Non mais on est en 2022, donc on a quand même beaucoup d'outils pour communiquer, et ça permet de montrer nos travaux, nos compétences, nos projets assez facilement. Donc clairement quelqu'un qui commence, faut qu'il utilise tout. LinkedIn, je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais même pour les métiers créatifs ça peut être très utile même. Donc comme tu le disais, LinkedIn je pense que ça peut être très important et prendre une vraie part pour trouver des vrais clients. Et surtout en vidéo en fait, parce que il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur LinkedIn, donc ça peut être très simple via ce biais-là. Et il y a Instagram, il y a Facebook, du coup il y a Malte, mais aussi toutes les plateformes de relations freelance. Du coup voilà, c'est ça, faut écarter aucune plateforme. Après, à vous de choisir laquelle vous convient le mieux et conviendra le plus à ce que vous faites. Bien sûr. Mais c'est vrai que clairement, si vous faites des choses corporate, faut pas hésiter à aller du coup sur LinkedIn. Après, on peut on peut privilégier une plateforme parce qu'on la préfère et on a plus d'attirance avec. Mais quitte à, tant pis sur les autres plateformes, un peu moins s'en occuper et peaufiner le truc, mais quand même mettre ses travaux dessus, parce que on sait jamais en fait. C'est un client qui ne passe que par Facebook ou LinkedIn. Il tombe dessus, tant mieux pour vous. Et le problème c'est que si vous n'êtes pas du tout dessus, il tombera jamais dessus. Et c'est un client raté, un client ça peut en amener beaucoup d'autres. Donc c'est ça, faut faire attention, parce que du coup une occasion peut en créer d'autres. Mais pour clôturer du coup sur cet aspect réseaux sociaux et vitrines, il y a maintenant, je pense, beaucoup de gens qui s'intéressent encore plus qu'en 2017, je pense, à la vidéo. N'hésitez pas non plus à trouver votre propre style, parce que du coup avec une masse de gens, surtout de nos jours, où la vidéo ça a connu quand même une énorme émergence. Énormément de concurrence. Il y a énormément de concurrence, donc n'hésitez pas, je pense que ce serait peut-être un autre conseil aussi, à trouver votre propre style, à le développer.
ou en tout cas à vous faire connaître par vos compétences, tout simplement. Si juste on pouvait faire un récapitulatif des compétences clés à avoir pour un freelance en vidéo, que ce soit monteur, réalisateur, motion, sur tous les pans, que ce soit relationnel client, etc. Ça serait quoi pour toi? Des compétences clés, vraiment. Si je devais un peu résumer les 4 étapes conseils qu'il faut pour être freelance, ou surtout se lancer en freelance en fait, c'est déjà donc la relation client, on l'a beaucoup dit, s'adapter, il faut vraiment savoir s'adapter à beaucoup de choses, faut être très rigoureux, et surtout faut aussi être un peu toujours à la page de ce qui se fait et des demandes qu'on peut recevoir. Eh ben écoute Jimmy, merci beaucoup pour cette petite interview où on a pu, je pense, pas mal discuter de comment se lancer en freelance ou même tenir sur le long terme. On espère en tout cas qu'on vous a donné pas mal de conseils qui sont intéressants pour vous. J'espère aussi que ça pourra en aider certaines. En tout cas, je pense qu'on a quand même pas mal ratissé le sujet, je l'espère. Vous reverrez très certainement Jimmy sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker, à vous abonner et faites comme Jimmy, activez la cloche. Coupez. De quoi? Quoi? Non, ouais, la cloche. Ouais, la cloche. Ouais,